Salut à tous, c'est Devin, c'est Saikyo. Je vous propose aujourd'hui une vidéo qui est un peu complémentaire, on va dire, de ma récente review de l'épisode 61 de Dragon Ball Super. C'est un thème que j'avais abordé à l'intérieur sans y apporter de réelles explications et je vous avais même dit que j'en ferais sûrement une vidéo à part. Et même en commentaire, j'avais également annoncé le fait que la vidéo arrivait dans très peu de temps. Très rapidement, avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire une toute petite chose qui concerne la review du futur de l'épisode 62. Vous avez très bien remarqué que je n'en ai pas faite et que l'épisode arrive à grands pas. Eh bien, c'est tout simple. Il y a eu tellement de spoilers sur cet épisode-là. Si l'on compte les spoilers entre le Weekly Shonen Jump, entre le synopsis de Fuji TV et les spoilers qui sont sortis dans les guides TV japonais, sans compter en plus la preview de l'épisode 62, la preview officielle en fin d'épisode 61, si vous combinez tout ça, je pense que vous avez à peu près 80% de l'épisode qui nous a été révélé déjà. On n'est pas à l'abri de quelques belles surprises, mais franchement, si je m'amuse à faire tout un travail d'écriture concernant une review du futur, ça serait bête que je le fasse sur un épisode dont la majorité des choses ont été révélées. Et au final, pour vous, si vous mettiez à écouter ma review du futur, déjà ça serait malhonnête de ma part de la proposer en quelque sorte, car je marcherai déjà dans les pas de quelque chose qui a déjà été révélé. Et après, le seul aspect sur lequel je pourrais travailler en tant que review du futur, ça serait sur les détails. Et on va dire que honnêtement, les détails dans l'épisode, c'est un bonus. Vous m'attendez surtout sur les grosses phases du scénario d'un épisode. Donc vous comprenez, c'est un peu embêtant pour moi, parce que c'est cool quand il sort des spoilers, et je peux vous faire des vidéos, vous les annoncer. Mais quand les spoilers sont trop développés, c'est vrai que quelque part, ça me casse un peu le travail concernant les reviews du futur. Alors petite précision, vous allez me dire, il est sorti également les spoilers des épisodes 63 à 65. Voire même peut-être 66, mais ce n'est pas confirmé. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de review du futur pour ces épisodes-là. Et d'ailleurs, pour le 63, c'est toujours d'actualité, c'est toujours prévu que je fasse une review du futur dessus. Tout simplement car on a des grosses informations là-dessus, mais on n'a pas encore tout qui est fait, et il y a pas mal de choses que je peux ficeler autour de ces spoilers, et que je peux rajouter, on va dire, et que j'ai réfléchi à une review du futur. Donc ne vous inquiétez pas, on va dire que ça a perturbé mes plans pour cette semaine, mais pas pour la continuité des reviews du futur à venir. On va aborder ensemble une question qui a été soulevée dans l'épisode 61, ou plutôt deux questions en fait. Vous allez voir rapidement qu'elles sont liées. Ces questions-là se posent à propos de Goku Black et de Goku d'une certaine manière, on va dire. Alors, à propos de Goku Black, la première question. On a très bien vu dans l'épisode 61 que ça serait Black qui a lui-même tué tous les Kaioshin dans la timeline de Trunks. Lui-même aurait tué tous les Kaioshin et par extension tous les Akaishin sont morts. Jusque-là, c'est ok. Mais par contre, il y a un problème. Si on se base sur les propos de Beerus, Beerus a bien dit quand un dieu tue un autre dieu d'une timeline, tous les homologues, tous les doubles, on va dire, qui existent de ces dieux-là dans d'autres timelines sont détruits également. Il a même précisé en disant tout l'espace-temps est bouleversé. Par espace-temps, il entend tous les multivers de toutes les timelines. Il était même sûr de lui, il s'est dit qu'au final tous les Zamasu et Goku Black étaient morts, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, je vous ai dit qu'on allait répondre à deux questions, mais au final, c'est à trois qu'on va répondre. La première, c'est pourquoi les Kaioshin et Akaishin qui ont été tués par Black sont toujours vivants dans les autres timelines. La preuve est que dans la timeline que l'on connaît, Neptune, soit le Kaioshin de l'univers 7, est toujours vivant. Et pareil, de même pour Beerus. L'autre question, qui est liée à celle-ci, c'est pourquoi le corps de Goku Black est celui de Goku au tout début de Dragon Ball Super, celui qu'on voit s'occuper des champs, labourer les champs avec son tracteur. Je ne sais pas si le fait que Zamasu du présent ait récupéré ce corps-là de Goku Black par le biais de l'invocation du Super Shenron vous a choqué ou pas. Moi, en tout cas, ça m'a fortement alerté. Pourquoi ce n'est pas un Goku d'avant ou d'après, et spécifiquement celui-ci ? Je vais vous apporter des réponses aussi bien sur l'aspect scénaristique que sur l'aspect, on va dire, opinion des personnages. Sachant que l'opinion des personnages est un peu un moyen détourné de cacher justement les vraies opinions scénaristiques. Et d'ailleurs, c'est le jeu. Et enfin, donc, troisième question à laquelle on va répondre, c'est pourquoi la destruction de Zamasu du présent, le Akai, n'a pas affecté justement les autres Zamasu. Et enfin, en particulier, je veux parler de Zamasu qui est dans Black et de Mirai Zamasu que l'on voit dans la timeline future. Après, pour les autres, à vrai dire, je vous le dis déjà, je pense qu'ils sont détruits. Donc, on va procéder par étapes et vous allez voir, ça va s'enchaîner très simplement. Et d'ailleurs, vous allez voir, en répondant à une question, ça va s'éclairer petit à petit pour vous et vous allez faire le lien entre les trois questions et comprendre très facilement, très rapidement. On va se focaliser sur l'intrigue qui a été posée dans l'épisode 61. À savoir, pourquoi quand Black a tué tous les Kaioshin de la timeline de Trunks, cela n'a pas tué également tous les Kaioshin et Akaishin des autres timelines.
Pour justifier cela, je vais partir du postulat si vous voulez, que le fait d'utiliser le corps de Goku a enlevé le statut de dieu de Zamasu du présent. Zamasu du présent, il était un dieu, il était un Kaio du Nord de l'univers 10, qui est déjà un statut divin. Et en plus de cela, il était un apprenti Kaioshin, donc vraiment il était un dieu, on ne peut pas négliger cela. Et grâce à cela, il a pu se rendre dans le futur, comme on l'a vu dans l'épisode 61, et tuer Gowasu du futur. Récupérer ses Potara et sa Time Ring qu'il a pu activer mais sous sa forme de Zamasu, sous sa forme de Kaio, de Kaioshin comme vous voulez, sous sa forme verte on va dire. Au moment où il a activé les Potara et la Time Ring et qu'il s'est auto-proclamé Kaioshin, il ne possédait aucun corps, il était muni de son propre corps habituel, avec lequel il est né. Et justement, il faut garder en tête le fait que Zamasu n'est qu'un Kaioshin apprenti, qui ne connaît pas tous les rouages du système divin, etc. Des lois divines, de la hiérarchie divine, il n'en a eu que les apprentissages de son maître Gowasu. Et je pense que Gowasu n'avait vraiment pas fini l'apprentissage, sinon Zamasu aurait déjà été promu en tant que Kaioshin. Il était parfait au niveau combat, mais au niveau apprentissage, aussi bien sur le plan personnel que sur l'histoire des pratiques divines, il n'était pas au point. Donc, Zamasu du présent est très susceptible de faire des erreurs sur son parcours. D'ailleurs, si on veut arriver à le tuer un jour ou l'autre, faudra bien qu'il fasse des erreurs, ou qu'il en ait fait dans le passé. Et là, en possédant le corps de Goku, je pense qu'il a fait une erreur. Ce Zamasu est très motivé, mais n'est pas omniscient, on en est d'accord, on ne sait même pas si Zeno lui-même est omniscient, donc forcément Zamasu ne l'est pas. Il veut défier tout le monde, mais on se demande vraiment s'il en est capable. D'ailleurs, jusqu'à présent, il a fait preuve de beaucoup de lâcheté et a dû utiliser beaucoup d'artifices, les Super Dragon Ball, possession de corps, etc. et outils Kaioshin pour arriver à ses fins. Tout seul, il n'en est pas capable. S'il n'en est pas capable physiquement, il est fort possible que moralement et intellectuellement, il n'en est pas capable non plus. Je pense surtout que Zamasu du présent a activé la Potara et la Time Ring en étant Zamasu avec son propre corps et a fait résonner les outils avec son âme divine, qui les a activés. Donc dans cet état-là, il était 100% divin. Mais ensuite, quand il s'est rendu voir Super Shenron et qu'il a demandé à échanger avec le corps de Goku, il a échangé avec le corps d'un Goku qu'on l'on voit sur la période du tracteur, que l'on voit avec des vêtements que l'on n'a vu qu'une seule fois dans la série, c'est-à-dire avant l'arc Battle of God, avant l'arc où Beerus est arrivé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le meilleur stade, la meilleure transformation ou le meilleur potentiel que Goku nous ait révélé était le Super Saiyajin 3. À ce moment-là, on est au tout début de Dragon Ball Super. Et Goku n'avait aucune forme divine à ce moment-là. Vous voyez, on en est vraiment au tout début. Alors moi, ça m'a interpellé énormément. Je me suis dit, pourquoi il a pris ce corps? Sachant que Zamasu avait entendu parler de la victoire justement de Goku sur Majin Buu. Il aurait pu être tenté de voler le corps de Goku juste après sa victoire sur Majin Buu, mais ce n'est pas le cas. Il a aussi entendu parler du fameux Super Saiyajin divin et Saiyajin Blue de Goku. Et pourtant, il n'a pas volé ce corps-là. Il a volé le corps de celui qui est en Super Saiyajin 3. Alors déjà, je vais commencer par l'aspect scénaristique, avant de vous parler de l'opinion de Zamasu sur ce sujet. Sur le plan scénaristique, je pense qu'il y a quelque chose que justement ces fameux scénaristes ont voulu nous montrer. C'est que le corps que vient de récupérer Zamasu n'est pas divin. Il n'a aucun ki divin, il n'a jamais rencontré un seul dieu mis à part Neptune auparavant, mais pas grand-chose de révélé jusqu'à présent. Mis à part le développement de son propre ki classique, Goku n'a rien de particulier. Donc, quand Zamasu échange de corps et devient Black en quelque sorte, le corps de Black est celui d'un mortel sans ki divin, possédé par une âme divine. Sauf que ensuite, la bonne idée qu'a eu Zamasu, ou plutôt la mauvaise idée qu'a eu Zamasu, c'est d'aller tuer tous les Kaioshin de la timeline de Mirai Trunks, pour tuer tous les Akaishin derrière. Ok, tuer les Kaioshin ça marche, ils sont liés au dieu de la destruction de cette timeline par le lien qui les unit, mais par contre les autres dans les timelines sont toujours vivants. Tout simplement parce que Beerus a bien dit formellement que quand un dieu tue un autre dieu, ça altère tout l'espace-temps. Et là, le corps de Black n'est pas celui d'un dieu. Les Kaioshin de la timeline de Mirai Trunks ont été tués par un corps de mortel, possédé par une âme divine, mais je ne pense pas que dans les faits ça suffise à enclencher un peu le processus dont nous a parlé Beerus. Je pense qu'il faut partir du fait que tous ces Kaioshin-là ont été tués par un mortel en quelque sorte, ce qui fait qu'ils n'ont pas été détruits et ne sont pas morts dans toutes les autres timelines. Alors vous allez me dire pourquoi il arrive toujours à maîtriser ces outils Kaioshin? Parce que Zamasu les a activés au moment où il était pleinement un dieu. Il avait le corps et l'âme qui ont activé les objets. Ce qui fait que maintenant ces objets-là sont liés à son âme. Mais maintenant qu'il change de corps, il est devenu en quelque sorte un mortel habité par une âme divine pouvant utiliser les objets divins car il les avait préactivés au préalable justement. Forcément que le choix de Goku sur son tracteur, ce n'était pas un choix scénaristique anodin, ce n'est pas possible. Sinon, ils auraient pu nous montrer un Goku lambda. Et pour pas nous troubler, tout simplement, imaginez qu'ils nous montrent une scène où Goku mange à la maison, à table, etc., sans nous donner d'indices sur la période temporelle.
Avec des vêtements classiques en plus, on n'aurait jamais su de quel Goku il s'agissait. On ne se serait pas vraiment posé des questions, on aurait dit bon c'est pas très clair sur quel Goku il a pris, mais au final on s'en fout. Mais là il y a une indication. Il y a un repère qui nous est donné de manière visible, ce n'est pas pour rien. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, tous les vêtements un peu gris-beige que porte Goku pour travailler dans les champs, ce n'est pas quelque chose que l'on voit habituellement. D'habitude, Goku est toujours habillé pareil, c'est bien ça qui le caractérise. Il a, de manière générale, toujours son fameux dogi orange un peu rougeâtre. C'était simplement quelque chose de prévu, je pense, pour marquer les esprits, pour nous faire un rappel dans notre esprit, pour que l'on nous renvoie directement à ce passage-là en un seul instant. À ce stade-là, ok, on a l'explication du point de vue scénaristique, on sait pourquoi les scénaristes ont voulu utiliser ce Goku-là. On comprend alors également pourquoi les Kaioshin et Akaishin des autres timelines sont toujours vivants malgré les propos de Beerus. Ça c'est cool. Mais par contre, ce n'est pas une explication que l'on peut nous donner dans la série. On ne peut pas avoir Zamasu qui va dire bon les scénaristes voulaient que je fasse ça alors je l'ai fait. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Il faut que l'idée des scénaristes soit transformée en quelque sorte et adaptée en tant qu'idée propre au personnage. Il faut donner une manière de penser à Zamasu du présent pour qu'elle s'adapte aux idées des scénaristes, pour que nous, en tant que spectateurs, nous n'y voyons que du feu. Et j'ai également une idée à vous proposer à ce sujet-là pour venir la compléter et qui va répondre aux deuxièmes questions qui restent en suspens. À savoir, pourquoi Zamasu a ciblé ce Goku du tracteur et pourquoi Zamasu du présent et Mirai Zamasu sont toujours en vie, malgré la destruction d'un Zamasu du présent devenu maintenant alternatif. Et là, tout va se lier par rapport au cycle des Dragon Ball. Déjà, il faut partir du fait que Zamasu a invoqué Super Shenron pour faire un échange avec Goku, et que dans son vœu, Zamasu du présent n'a donné aucune indication temporelle à Super Shenron. Il ne lui a pas dit « donne-moi le corps de Goku de telle année, de telle époque », ou il lui a donné aucun repère temporel. Ça veut dire que Super Shenron lui a échangé son corps avec le Goku actuel, du moment où il a invoqué Super Shenron. Et comme par hasard, c'est tombé sur Goku du tracteur. Ça voulait dire que Zamasu, au moment où il a invoqué Super Shenron, eh bien Goku était en train de labourer les champs, c'est ça que ça veut dire. À partir de là, il faut se remettre en tête certains éléments. C'est déjà que les Super Dragon Ball peuvent être invoqués tous les 1 an. Donc déjà, on sait que entre l'invocation des Super Dragon Ball durant le tournoi de Champa, à la fin de l'arc tournoi de Champa, jusqu'à présent, épisode 61, il ne peut pas l'invoquer. Ça, c'est un fait. Par contre, avant cette invocation-là, avant que Beerus ne demande à ce que la Terre de l'Univers 6 soit reconstruite, Zamasu aurait pu librement invoquer Super Shenron. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, Zamasu aurait obtenu le corps d'un Goku ayant déjà révélé son potentiel divin, et en plus le Super Saiyajin Blue, ce qui aurait énormément facilité les choses. Car rappelez-vous, Zamasu et Gowasu ont regardé le GoTube, et c'est là qu'ils ont appris l'existence des Super Dragon Ball, et également de l'obtention du Ki divin par Goku. Donc c'est ce Goku-là qui aurait dû être ciblé, si Zamasu voulait mettre bien son plan en place. Eh bien, si Zamasu a bien réfléchi, sachant que Zuno, vous savez l'être omniscient que Zamasu est allé rencontrer, je vous mets l'image à l'écran, lui a bien dit que le cycle des Dragon Ball était d'1 an. Donc forcément, Zamasu s'est dit qu'il ne voulait alerter aucun soupçon, élever aucun soupçon à propos de lui et de ses manigances, et donc il a fallu pour cela qu'il retourne 1 an avant l'invocation de Super Shenron par Beerus et Champa. Car imaginez s'il l'avait fait 1 mois, 3 mois ou 6 mois avant cela. Au moment où Beerus et Champa voudraient invoquer Super Shenron, que se passerait-il? Les Super Dragon Ball seraient inactives. Et alors il se serait forcément demandé qui l'aurait fait, car ce serait quelque chose qui pourrait affecter leurs 2 univers à la fois, voire même le multiverse. Enfin voilà, les 2 dieux de la destruction, Beerus et Champa, ainsi que Whis et Vados, leurs assistants, se seraient posé beaucoup de questions, auraient mené leur enquête et auraient mis des bâtons dans les roues à Zamasu, encore plus qu'ils ne l'ont fait actuellement. Et au début, en pensant à cette idée-là, en la développant, je me suis dit une chose. Et vous vous êtes peut-être dit la même. Je me suis dit tout simplement, non mais en fait cette idée-là n'est pas possible, car Zamasu a invoqué Super Shenron dans une autre timeline. Mais en fait, non, car rappelez-vous, d'après l'épisode 61, et je vous avais même fait un schéma des timelines dans ma précédente review de l'épisode 61, je vous avais dit que Zamasu, dans la timeline que l'on connaît, a dans un premier temps réussi à créer Goku Black. S'il a réussi, ça veut dire qu'il a réussi à invoquer les Super Dragon Ball, etc. dans la timeline que l'on connaît. Suite à quoi, Trunks est revenu dans le futur pour prévenir tout le monde et a fait une dérive. Mais originellement, dans la timeline que l'on suit, donc ça ne vient aucunement remettre cela en question. Zamasu a bien invoqué Super Shenron dans la timeline que l'on connaît, sauf qu'il l'a fait avant que Mirai Trunks n'en fasse une 5e. Donc, Zamasu a bien invoqué Super Shenron 1 an, enfin du moins à peu près 1 an, avant que Beerus et Champa ne le fassent dans l'arc du tournoi. Comme ça, il n'éveille aucun soupçon par la suite. Et 1 an avant, eh bien, ça renvoie sur la période du tracteur. De Goku tracteur, on va l'appeler un peu comme ça, de Goku fermier si vous voulez. Avant qu'il ne connaisse Beerus, il était tranquille entre guillemets et labourait ses champs. C'était l'activité de Goku, on va dire, quotidienne. Donc là, déjà, je pense qu'on a les bons repères temporels.
J'espère que vous avez pu recompiler tous ces éléments-là avec moi. Et je vais passer à la dernière étape de la réflexion. Et normalement, vous avez même dû comprendre déjà ce qui se passe justement par rapport encore aux propos de Beerus. Pourquoi Black, ou Zamasu du présent comme vous voulez, est toujours vivant et Mirai Zamasu l'est aussi, malgré la destruction d'un Zamasu du présent par Beerus. Car on va dire qu'en quelque sorte maintenant il y a deux Zamasu du présent. Un de la timeline que l'on connaît avant que Mirai Trunks ne vienne la perturber, et un qui s'est fait détruire par la perturbation justement de Mirai Trunks. Alors pourquoi cette destruction-là n'a pas affecté Zamasu? Déjà, je pense que dans toutes les timelines, tous les Zamasu sont morts par le fameux Akai de Beerus, mais qu'il en reste 2 de vivants. Je pense que tous les autres n'ont pas échappé à la règle et ont été détruits, tout simplement. Mirai Zamasu est vivant pour une simple raison. Il a obtenu une immortalité par les Super Dragon Ball. Donc là, c'est réglé, c'est tout simple. Et je pense que cette immortalité-là a été conférée par des pouvoirs supérieurs à ceux de Beerus. Donc forcément, les pouvoirs de Super Shenron étant supérieurs, Zamasu du futur, ou Mirai Zamasu, est resté immortel. Et donc n'est pas mort, n'a pas été détruit durant le Akai. Cependant, pourquoi le Zamasu qui habite Black n'a pas été détruit? Eh bien j'en reviens à la même explication qu'en tout début de vidéo. Black n'est plus un dieu. Il arrive toujours à utiliser des objets de Dieu, car il a pu les rattacher à son âme au bon moment, quand il était encore en possession de son corps divin originel, et depuis le lien avec son âme s'est créé, mais désormais, son caractère, sa position, son rang divin a été énormément affecté et a été complètement, je pense, détruit par le corps mortel qu'il possède. J'en reviens à l'explication et aux quelques mots de Beerus. Quand un dieu tue un dieu, toutes ses versions alternatives meurent et l'espace-temps est déréglé. Ben dans ces cas-là, Beerus est bien un dieu, mais le Zamasu Goku Black, lui, n'est plus un dieu, donc il n'est pas mort. Je pense que par la même explication, on arrive à répondre à ces 3 questions d'un seul coup. Et par explication, j'entends le Goku Tract. Ces 3 questions, en fait, sont liées par leur réponse. Elles sont un peu dépendantes entre elles. Je sais également que beaucoup d'entre vous, nombre d'entre vous, et à très juste titre, c'est normal, sont perdus par l'explication concernant les timelines. Même moi, tout le monde, c'est tout à fait normal d'être bouleversé par cela. Mais je vous assure que en très peu de temps, on peut y trouver une réponse assez logique. Et je ne me répéterai assez jamais en disant que quand même ce sont des explications un peu trop poussées pour des enfants. Mais je pense qu'en étouffant un peu l'affaire, en mettant des super transformations de Mirai Trunks et en donnant des explications un peu globales, sans trop rentrer dans le détail, ça passe super bien auprès des enfants. Ça c'est clair et net. D'ailleurs, les enfants doivent se faire un raisonnement assez simple et assez logique. Ils doivent se schématiser une légère boucle temporelle ou quelque chose du genre. Et voilà, se le visualiser un peu comme ça, en se disant que c'est les multiples retours dans le passé qui font qu'on en est là. Tant que la série continue et continue dans le bon sens pour eux, ça leur pose pas trop de problèmes, vous savez. Si vous êtes comme moi et que vous avez suivi Dragon Ball et Dragon Ball Z en étant jeune, logiquement, vous n'êtes pas posé des masses de questions concernant la cohérence de l'œuvre. On s'en est tous posé un minimum. Mais en tout cas, personnellement, j'étais pas du genre, quand j'étais enfant, à être très pointilleux sur les moindres détails qui m'étaient donnés. Même durant l'arc Cell, j'essayais de comprendre à peu près ce qui se passait globalement, qu'il y avait quelques mondes parallèles, des timelines, etc. Et du moment où ça passait de manière globale, ben ça passait pour moi. De toute façon, l'œuvre me régalait énormément et ça suffisait. C'est plus en grandissant que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur ce qui se passait. Et du coup, en grandissant, on commence à avoir des réponses justement plus logiques. Et en quelque sorte, le travail que font les scénaristes est pas mal, car ils arrivent à convenir aux enfants. Et derrière, si vous voulez quand même vous poser des questions, que vous soyez enfant ou pas, si vous voulez vous poser des questions et que vous y réfléchissez un petit peu, vous allez finir par trouver des réponses logiques, bien qu'elles n'aient pas été exprimées de manière explicite et très claire dans la série. Ce que je reproche quand même à la série, parce que arrivé au moment des révélations, faut envoyer, faut être clair, faut plus passer par 4 chemins. Sauf si bien sûr ce n'étaient pas les révélations finales. Mais on va supposer qu'on est sur une situation où plusieurs révélations sont en train d'être faites. Et je pense que dans ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire dans la clarté la plus parlante possible. Moi, en tout cas, c'est avec plaisir que je me penche sur ce type de questions, que j'y réfléchis et que je viens vous partager mes idées, mes réponses et mes prédictions, peu importe. Et que je lis avec plaisir, très grand plaisir en retour, ce que vous venez me dire là-dessus, votre façon d'y réagir. Et j'adore surtout voir la diversité de vos réactions, et c'est avec plaisir également que j'y réponds. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour la cohérence d'une œuvre, ça serait cool que tout soit mis au clair à un moment ou à un autre. Peut-être que ça sera fait encore un peu plus tard, peut-être que justement l'anime se retient par rapport à la durée d'avancement du manga, on ne sait pas. Mais à ce stade, c'est vrai que ça manquait de clarté, et j'espère vous avoir éclairé sur la situation en tout cas. En tout cas, je vous remercie, je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la commenter, de la liker un maximum pour que notre communauté puisse progresser, s'agrandir et se développer sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.